L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par la confirmation de cette nouvelle CENI par le président de la République. Cette CENI qui a été entérinée récemment par l'Assemblée nationale. C'est la cause beaucoup de tollés dans la classe politique. Nous avons remarqué que le CC et la CENCO ne seront pas d'accord. Et nous avons remarqué que dans cette façon de faire les choses, Kabila avec son FCC, Katumbi également, ainsi que Fayoulou avec son Lamouka ne sont pas d'accord avec cette manière de faire les choses. C'est une façon d'implanter la contestation de 2023. On en parle cet après-midi avec Phocas Koukelemena, qui est acteur politique en République démocratique du Congo. Monsieur Phocas, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de nous faire cet honneur aujourd'hui. Merci aussi pour m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Je pense que nous allons passer des bons moments de réflexion. Alors, nous avons suivi ensemble, avant tout, il y avait entérinement de cette nouvelle CENI qui a entériné Kadima. Une semaine après, nous avons vu l'ordonnance de Félix Tshisekedi qui a confirmé cette CENI, cette nouvelle équipe composée de Kadima et ceux qui suivent. Comment avez-vous jugé cette confirmation de l'équipe mise en place de la CENI? Bon, la première des choses, vous savez que nous étions dans une situation de doute, d'hésitation, vu ce qui s'est passé avec Malonda, et que le chef de l'État en dernier lieu s'est prononcé pour juste freiner l'élan de l'investiture et de la confirmation de Malonda. Alors, de même parce que la procédure a été émaillée de beaucoup de contestations, on attendait voir l'attitude du chef de l'État, peut-être qu'en tenant compte de la dynamique interne, la paix sociale, le consensus et tout ce que nous voulons pour que nous puissions avancer, peut-être il allait faire un recul. Mais moi, je crois que c'est la lettre de Katumbi qui est pour moi, dans mes observations, qui a fait que le chef de l'État... Qui a été la dernière goutte qui a débordé le vase. Qui a fait déborder le vase parce que la lettre, à mon sens, était émaillée de considérations qui ne cadraient pas avec le président comme institution. Une lettre adressée à un président de la République, mais en son sein, vous sentez comme si on s'adressait à une autorité morale de l'union sacrée, ou bien à un partenaire, ou bien à un ami. De ces faits, cela s'est fait sans suivre de menaces sous forme des intimidations. Okay. Et je crois que tout homme détenteur de pouvoir politique n'aimerait pas qu'il soit humilié. Et Katumbi a joué ces coups-là parce qu'il en avait tenté une fois avec l'institution Parlement en alertant Mbosso que s'il tentait d'aligner la loi du père et de mère que vous connaissez, lui, il va quitter la baraque, donc c'est-à-dire qu'il va quitter l'union sacrée. C'était une sorte de menace. Alors que, de ces faits, Mbosso a reculé. Ils n'ont pas pu aligner cette loi-là. Alors, ils croyaient faire le même exploit avec le président de la République. Alors, le président de la République, ayant aussi les réflexes d'un homme politique, il a compris que si on continuait dans ces allées, donc Moïse Katumbi va continuer avec des chantages et c'est lui qui va diriger la République, quoique il n'est pas au sein des institutions. Alors, il a joué les coups juste parce qu'il fallait lui prouver aussi que c'est lui, Félix, qui est le commandant du bateau. Et moi, je crois que c'est ça, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Et je crois que cela a tout dérangé. Qu'est-ce que ça a dérangé? Il s'est fait s'en suivre des contestations qui déjà, à l'ordre de Lamouka et... Mais en ce moment, il y a des doutes qui s'installent. C'est comme s'il y a déjà contestation avant 2023. Nous remarquons le camp déjà, parce que je ne sais pas, pour revenir à quel jeu joue Katumbi, parce qu'il est au sein de cette même coalition, coalition appelée par Félix Tshisekedi.
l'union sacrée, mais comment est-ce que vous pouvez être dans cette union sacrée et combattre cette même union sacrée où vous êtes opposant ou vous êtes allié à Félix Tshisekedi? On n'a pas compris le jeu de Moïse Katumbi. Non, c'est nous qui n'avons pas compris le jeu de l'union sacrée. À mon sens, je n'ai pas compris aussi comment est-ce qu'ils ont mis une coalition sans avoir une charte, sans avoir une coordination. Parce que quand on met en place une coalition, c'est une structure concrète qui est gérée par les hommes. Mais quant à ce qui concerne l'union sacrée, c'est un flou. On a créé l'union sacrée. Ça y est où? Ça existe? Qui coordonne? Qui dirige? Quel est le circuit où on se rencontre pour traiter des questions de l'union sacrée? Où est la charte qui les organise? Quelle programmation y a-t-il? Quel canevas? Quel agenda? Vous sentez qu'il y a eu un impasse déjà. On vous parle d'une vision. Une vision est absurde. Qui conduit cette vision? Qui les conduit? Qui sont les acteurs? Il paraîtrait que chacun de nous, même si tu es chez toi à la maison, tu peux adhérer à l'union sacrée. C'est-à-dire il suffit seulement de dire que moi j'adhère et vous adhérez. Et je n'ai jamais vu au monde une structure marcher ainsi. Même si vous allez à l'église pour devenir chrétien, il y a quand même une carte de baptême. Alors comment en politique, là où il y a des acteurs majeurs, là où il y a la gestion de la République, là où il y a des programmes, des idées, des politiques publiques, des réformes, vous n'avez pas des écritures, pas des... Mais il y a une certaine task force qui s'est réunie à un moment pour raisonner un peu sur l'évolution. Qui est alors le coordonnateur? Voilà, parce qu'au niveau de l'union sacrée, il n'y a pas la pensée unique, comme c'était de l'autre côté, à mon entendement, au niveau de l'FCC. Nous sommes dans l'organisation d'une structure. Tantôt c'est Kabound qui convoque, tantôt c'est Bahati, tantôt c'est Mbosso, tantôt c'est à la présidence. Et là, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et c'est pourquoi une lettre qui devait être adressée au coordonnateur de l'union sacrée a été destinée à un président de la République qui est une institution. C'est ça la confusion. Nous pouvons dire aujourd'hui que... Oui, allez-y. On peut être à la fois à l'opposition et au gouvernement. Cela relève je ne sais pas, de l'imagination, de monde, même pas le monde archaïque. Comment on peut se tromper d'idées comme ça? Qu'on est au gouvernement, mais au même moment, on est opposant. Selon Augustin Kabouya, il nous a révélé que Katumbi a sollicité le poste de vice-président au niveau de la CENI. C'est là qu'il ne lui a pas été accordé. Et bon, est-ce que c'est ça qui a fait ce que... C'est une question de gestion d'ambition. Ça devait être discuté au niveau de la coordination. Parce qu'il faisait aussi partie de l'Union sacrée. C'est ce que je dis. Ça devait être maintenant discuté au niveau de la coordination. Mais parce qu'il n'y a pas de coordination, c'est pourquoi tu vois toutes ces frustrations n'ont pas de sites, de cadres par excellence pour résoudre ce genre de problèmes. Et cela est récupéré dans la rue et cela est traité dans la rue. Chacun en son coin peut décider comme il veut. Kabound va se prononcer comme il pense, Bahati va dire ce qu'il pense, Moïse, ainsi de suite. Le chef de l'État, il est le président de la République. Il ne peut pas se mêler, c'est interdit par la Constitution. Le chef de l'État en exercice ne peut pas être responsable d'une quelconque structure politique. C'est interdit. C'est là où le problème, c'est là où nous avions dit, la politique est une discipline qui doit s'exercer avec ses normes, ses principes, ses règles. Il y a toute une doctrine qui accompagne la vie politique. Mais les acteurs politiques au Congo font la politique sans toutes ces normes-là. Et c'est ça qui crée des problèmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous sentez que Moïse voulait être rapporteur, son agent. Mais lui-même, Moïse, il a refusé d'être Premier ministre, vous savez. On lui a proposé le poste de Premier ministre au sein de l'Union sacrée, mais il n'a pas voulu. Mais l'intention était déjà là, pour dire que réellement, parce que comment vous voulez aider un ami? Vous avez de l'expérience et de l'expertise. Lui vous propose un poste stratégique pour que vous puissiez vraiment matérialiser la vision. C'était à lui aussi d'apprécier, c'était au chef de l'État d'apprécier. Non, le chef de l'État a donné l'offre. Mais c'est Moïse qui a reculé, qui a dit, niet, je ne veux pas. Quelle était sa crainte? Est-ce que d'entrée de jeu... Il devait se sentir redevable en 2023, qu'il a aussi géré. Quoi ça? Donc c'est-à-dire que vous voulez me dire qu'il savait déjà qu'il va échouer et que face à cet échec, il ne voulait pas se faire plonger et être responsable de l'échec.
C'est ça, en fait, la conclusion de ce que vous dites. L'opposition en République démocratique du Congo, aujourd'hui, a franchi les Rubicons, parce que nous avons vu, j'ai vu une image cette semaine qui m'a vraiment frustré un tout petit peu, je peux le dire. J'ai vu Félix Kabange sur même table avec professeur Devos Kitoko. J'ai vu également les envoyés de Moïse Katumbi de l'ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une forme de mariage qui s'installe au niveau, il y a une forme de coalition entre le FCC, de Kabila, Joseph, Moïse, l'ensemble, ainsi que la Mouka avec Martin Fayoulou. Est-ce que c'est une forme de mariage? En réalité, moi, je n'aime pas me plonger dans les concepts que crée la rue. Parce que les hommes politiques eux-mêmes, parfois, ils ont des problèmes pour utiliser les concepts. Mais nous, les scientifiques, nous avions appris. Dans le champ politique, chaque phénomène a un concept bien approprié qui explique mieux la chose. Parce que pour parler de la coalition, les synonymes, c'est alliance. Et les alliances dans les champs politiques sont connues. Il n'y en a que 4. Et pour que vous puissiez parler de l'alliance ou de la coalition, il faut être en présence de 4 référentiels. C'est quoi? La première des choses, il faut regarder l'objectif de cette alliance ou bien de cette coalition. En dehors de l'objectif, vous avez les champs opérationnels. En dehors du champ opérationnel, vous devez regarder la période, la périodicité de cette alliance. Parce qu'il y a des alliances préélectorales, donc qui interviennent avant les élections, et il y a des alliances qui interviennent après les élections. Il y en a qui interviennent pendant les mandats. Et de ce fait, pour comprendre quelle nature d'alliance dont il s'agit, il faut regarder les référentiels que je viens de citer et poser le fond, mettre ça en exergue pour donner la réponse que les faits observés méritent. Par exemple, pour les cas échéants, sommes-nous dans quelle période? Nous sommes dans une période préélectorale parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Bon, parce que les alliances préélectorales sont connues. Première d'alliance, vous avez ce qu'on appelle les plateformes politiques ou bien les alliances politiques pour les élections. Dans ce genre d'alliance, l'objectif est connu. C'est quoi? C'est gagner les élections. Les acteurs doivent être connus parce qu'il faut faire ce qu'on appelle le primaire pour choisir l'homme de l'espoir. Mais lorsqu'ils se sont mis déjà autour d'une table... Non, ici nous voulons savoir quel genre d'alliance il y a. Nous sommes en train d'examiner les faits. Parce que nous ne voulons pas écouter ni les uns ni les autres. Mais nous voulons examiner avec la science. La science va nous répondre parce que la science va dire la vérité. Est-ce que c'est une coalition préélectorale dans le sens d'une plateforme électorale? Nous disons non. Pourquoi? Pourquoi nous disons non? Parce que dans ce qu'ils ont fait, nous n'avons pas vu la sélection d'un candidat être désigné comme c'est lui l'espoir du groupe qui va être l'unique représentant aux élections. Pour que nous soyons en présence d'une coalition préélectorale, nous devons voir l'objectif, c'est gagner les élections. Pour que nous ayons tendance à dire que c'est une plateforme électorale, nous devons savoir que la mise en commun des moyens en termes d'argent, en termes de la stratégie, en termes de la tactique pour gagner ces élections. Or, quand nous regardons ce qui se fait et ce qui se passe sur le terrain, il n'en est pas question. Mais si nous pouvons dire que c'est une coalition gouvernementale, nous dirons aussi que c'est faux, parce que la coalition gouvernementale n'intervient qu'après les élections, parce qu'il y a un groupe qui gagne et qui doit maintenant aller gouverner, ils vont se coaliser. L'objectif, c'est quoi? C'est gouverner pour répondre aux besoins des citoyens. Quelle sera la tactique? Ils vont désigner des tactiques pour donner des priorités, pour savoir quelles réformes faire, pour savoir quelles sont les mesures que nous allons mettre en place pour mobiliser les recettes et résoudre les questions qui nous sont posées par les souverains. Très bien. Mais de ce fait, quand vous regardez entre
une plateforme politique et vous regardez si une coalition gouvernementale, ce que nous voyons ne répond à aucun. C'est-à-dire que c'est autre chose. Parce que j'ai parlé des 4 coalitions qui existent, la coalition qui existerait donc on ne peut pas encore parler jusqu'à ce niveau en termes de coalition. Coalition gouvernementale, non. Okay. Plateforme électorale, non. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Il y a des coalitions qui nous restent. Dans les 2 coalitions qui nous restent, il y a la coalition citoyenne. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la coalition sur le format de l'article 64. Cette coalition citoyenne, ou bien l'alliance de la dynamique interne, a pour objectif de pouvoir barrer la route à quiconque gouverne par défi la cité, afin de lui mettre au état de nuire. Cette alliance en politique existe, telle que vous aviez vu les printemps arabes, ainsi de suite. Ça existe. Vous avez encore une coalition qu'on appelle une coalition de contrepoids. Cette coalition de contrepoids ne se passe ni après les élections, ni avant les élections, mais cette coalition de contrepoids se fait souvent pendant la période de la gestion de la République par une majorité. Et cette coalition de contrepoids, c'est une coalition qui s'oppose à une coalition gouvernementale. C'est-à-dire que c'est une coalition qui vient pour donner les contrepoids, créer l'équilibre au sein des institutions et au niveau de l'espace extra-institutionnel. Donc, à bien regarder, nous sommes en face d'une coalition citoyenne. Parce que là, c'est la Senko qui appelle. Ce n'est pas un regroupement politique. Parce que mais c'est Martin Fayulu qui a lancé aussi l'appel à tous les regroupements politiques. Non, avançons avec les débats. Parce que nous ne voulons pas faire comme les politiques. Oui. Nous ne voulons pas faire comme les politiques qui les font. Nous sommes en train de faire la politique politicienne. Nous voulons faire avec la science. Parce que nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des yeux pour voir. Comment nous n'allons pas utiliser tout ce que Dieu nous a donné comme oreilles, comme yeux, pour amasser les données et donner un discours cohérent, que d'écouter les gens qui disent pour se défendre mutuellement. Moi, je considère qu'à l'ère actuelle, quand Martin Fayulu a parlé, personne, on a vu tout près de Martin Fayulu aussi, ce n'est que Mouzitou qui demeurait à ses côtés. Parce qu'avant, nous avons vu l'appel aussi également de Martin Fayulu qui a appelé à la marche. Même le PPRD n'a pas suivi Martin Fayulu dans la rue. Voilà, quand Martin Fayulu a fait la marche, le PPRD n'a pas suivi. Quand Martin Fayulu a appelé à la coalition des patriotes, ça n'a pas été le cas. Mais quand l'Église catholique... J'ai suivi également Geneviève Inagossi, qui est cadre aussi de PPRD, qui a dit sur une radio périphérique, ils ont répondu à l'appel de père. Voilà, à l'appel de père, c'est-à-dire que la société civile, à l'occurrence l'Église catholique et les CC, qui ont appelé les forces vives. C'est pourquoi maintenant, vous sentez que le champ est élargi. C'est pourquoi j'appelle ça une coalition citoyenne. Ce n'est pas une coalition gouvernementale, ce n'est pas une plateforme électorale, ce n'est pas aussi une coalition du contrepoids, mais ici, c'est une coalition citoyenne sous le format de l'article 64 pour barrer la route à une certaine velléité dictatoriale qui s'installerait au Congo. C'est ça, au fait, la nature de la coalition que nous avons en présence. Il n'est pas question d'une coalition gouvernementale. Jusqu'à la preuve du contraire, j'aimerais bien qu'un scientifique avéré puisse me contredire, parce que les faits sont têtus, les faits parlent mieux que les discours des politiques. Très bien. En regardant les images, cette semaine, bien sûr, nous avons vu, nous avavons vu Kabange sur la même table avec des Voskitogo. Moi, j'ai vraiment vu les images. Alors, je me dis, si ça progresse ainsi, au cas où il y aurait coalition ou bien alliance, entre les forces vives, nous avons vu les FCC, nous avons vu la Mouka, ensemble, de Moïse Katumbi, qui a été représenté également par ces siens. J'ai vu également particulièrement Papi, qui a représenté ensemble. Alors, je me dis, en quoi est-ce qu'eux, ils ont accusé Félix Tshisekedi d'avoir... Ils ont défini les cadres. C'est pourquoi je vous ai parlé des référentiels à observer pour définir une coalition. L'objectif, c'est quoi? Ils ont dit... La dérive dictatoriale qui s'installe, il faut barrer la route. Ils ont parlé de la dépolitisation de la CENI. Ils ont parlé d'Iram et l'insécurité à l'Est. Mais vous ne voyez pas que ça ne cohère pas, parce qu'on parlait même de la dépolitisation de cette CENI, et la plupart des députés qui sont au sein de FCC
Ils ont voté également cette loi organique au niveau de l'Assemblée nationale, mais comment venir encore, je ne sais pas, la combattre au niveau de cette plateforme? Là, moi, je ne comprends absolument rien. C'est ce que j'ai dit. Comme on a toujours dit, on est en train d'examiner une question de la nature de la coalition. Pour examiner la nature de cette coalition, nous disons que nous regardons des faits. Et ces faits-là, nous savons que l'objet nous a été déjà signalé. Il parle de la dérive dictatoriale qui s'installe, il parle d'Iram, il parle de l'insécurité, il parle de tout ce que vous connaissez. C'est ça l'objectif. La période, elle est cette période post-électorale. Alors, ils sont dans quel format? À deux ans, bien une année voilà. élections 2023. Pour moi, ils sont dans quel format? Ils sont dans le format de l'article 64. Donc, c'est un appel beaucoup plus citoyen parce que la société civile est impliquée. Vous comprenez? Donc, si c'était une plateforme gouvernementale, si c'était une plateforme électorale, on n'allait pas voir la présence de la société civile dans cette coalition. Mais parce qu'il y a une présence manifeste, et d'ailleurs, c'est la société civile qu'on appelle d'ailleurs, vous savez, gardien du temple, qu'on appelle la sentinelle. Mais il y a aussi à boire à manger dans cette société civile. Et quand les sociétés civiles près du pouvoir, près de l'opposition. Aujourd'hui, on parle de quelle société civile? On a parlé de la société civile qui est l'Église catholique et l'Église protestante qui s'engagent dans la lutte contre les antivaleurs démocratiques qu'eux prônent selon ce qu'ils présentent. C'est ça, au fait, la logique. Ici, l'émission a consisté d'abord à répondre de la nature de cette coalition. Nous ne voulons pas faire l'amalgame, surtout pas moi. Je ne vois pas une coalition gouvernementale, je ne vois pas une plateforme électorale pour savoir qui va faire qui sera qui va remplacer qui. Ici, c'est l'appel au père de l'Église pour que le format de l'article 64 puisse prendre corps afin de barrer la route. Voilà, tout simplement. Au cas où cette pression persistait, est-ce que Félix Tshisekedi fera marche en arrière? De toutes les façons. Parce qu'il y a cette pression qui commence déjà, nous avons vu. De toutes les façons, oui. Nous sommes maintenant mités dans une période de la lutte. Et quand on mite de la face B qui est l'intégration pour la lutte, la réalité c'est qu'en présence, vous devez être mûri des forces, des instruments de la guerre. C'est pourquoi on parle des rapports de force. Félix aujourd'hui est détenteur des institutions et aujourd'hui la dynamique interne avec une frange de la société civile s'impose pour dire niet aux institutions. Donc les rapports de force vont parler. Ceux qui vont gagner sur les uns, ce sont eux qui vont prendre la direction de la République. Ces rapports de force, ça sera à quel niveau? Parce que nous reconnaissons l'UDPS dans la mobilisation. Ils se disent aujourd'hui que si la Mouka et autres descendent dans la rue, nous également, nous allons descendre. Alors ça sera le rapport de force. On va entendre qui en ce moment? Mais c'est ça. Parce que le FCC va mobiliser. C'est ça la guerre. La Mouka va mobiliser. L'Église catholique va mobiliser, va pérenniser la marche. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Les inconvénients de la démocratie, c'est aussi ce genre de faiblesse. C'est parce que vous considérez que le pouvoir appartient au souverain et que ce souverain est en train de veiller sur l'exercice du pouvoir. À un moment donné, et d'ailleurs il faut se poser la question, à l'heure actuelle, l'IDPS se considère celui le peuple. Et tous ceux qui sont autour de l'Église catholique considèrent que ce sont eux le peuple. Alors maintenant, ça va se savoir. Les rapports de force vont se définir. La minorité, en ce qui concerne le peuple de l'IDPS et le peuple de ceux qui se sont coalisés, la minorité va s'établir et la majorité va dicter sa loi, et parce que c'est ça la lutte et c'est ça la guerre. Mais l'Église catholique, parce que moi j'ai du mal un peu à dire ça, la Cinco n'est pas aujourd'hui l'Église catholique, la Cinco n'existe pas toute l'Église catholique. Nous avons vu la Cinco faire des lobbying à l'extérieur. C'est pour quelle fin? Non, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà sentis accompagnés par l'opinion internationale. Parce que hormis l'ECC, hormis l'Église catholique, hormis la Mouka, ensemble FCC, il y a aussi la communauté internationale qui a dégagé une énergie allant dans le sens de soutenir la démarche des autres, pour dire qu'ils ont écrit une lettre, ils ont fait leur communiqué conjoint pour dire à Félix que nous regrettons le processus de la désignation des Kadima. Parce que là, je crois que c'est un signal fort. C'est pourquoi je vous parle de la lutte. Quand on est dans la lutte, tout intervient, même les parrainages.
Aujourd'hui, ils ont compris que comme l'Union européenne donc, s'est déjà prononcée autour des 17 États, ils ont dit niet, ils ont trouvé que la désignation était irrégulière. Les États-Unis s'est prononcé mêmement. La Chine s'est prononcée mêmement. La Corée du Sud s'est prononcée mêmement. Donc vous comprenez déjà que dans cette configuration, la contestation n'est pas seulement de la dynamique interne, mais aussi de l'opinion internationale. Si nous pouvons analyser ensemble, l'irrégularité a été à quel niveau en tant qu'acteur politique? Parce qu'on nous dit oui, l'irrégularité, mais dans le choix même des animateurs. À tous les niveaux, déjà, moi j'ai déjà fustigé ça, j'ai dit le vrai problème qui va embrouiller tout le monde, c'est la loi. Cette loi organisant le fonctionnement de la CENI, c'est là où se posent les problèmes. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà démontré que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI n'a pas besoin de rapports de force pour que ça fonctionne. La CENI a besoin d'un consensus, une approche de la démocratie consensuelle pour que ça puisse bien fonctionner dans la paix sociale. C'est pourquoi tu as vu qu'on a appelé même les églises, les confessions religieuses pour venir exercer en son sein. Parce qu'on a compris que les rapports de force nous produisent toujours les déséquilibres, les inégalités, les injustices. C'est pourquoi il a fallu appeler maintenant des forces vives qui sont des confessions religieuses, qui sont épris, imbus de valeurs démocratiques et chrétiennes pour qu'ils nous amènent en paix. Mais malheureusement, partant de la loi, les politiques ont infiltré les confessions religieuses. Parce que les mécanismes, par exemple, quand vous prenez les mécanismes de parrainage, pourquoi les églises elles-mêmes ne sont pas capables de désigner leurs candidats? Ce sont les politiques qui doivent les infiltrer par les mécanismes de parrainage. Ils vous envoient un agent et vous, l'église, vous allez parrainer. Vous comprenez? Ça, c'est une faiblesse de la loi. C'est ce qui cause les problèmes. C'est ce qui pose les problèmes. Est-ce que l'église catholique n'a pas la possibilité de faire le lobbying parmi ses fidèles pour savoir un des fidèles, même résident en Europe, qui peut être capable d'être président de la CENI? L'église protestante ne peut pas le faire et toutes les églises ne peuvent pas le faire. Pourquoi attendre que les politiques leur envoient les agents des camps politiques pour devenir leurs fidèles, afin qu'ils soient des parrains tout simplement? Là, c'est une incursion du politique dans les champs des confessions religieuses. C'est une faiblesse. Aujourd'hui, il y a une lettre qui circule qu'il y a un des députés d'ensemble de Moïse Katumbi qui porte plainte contre Mbosso et Mbata. Pourquoi? Pour avoir inséré son nom sur la liste de ceux qui devaient siéger dans la commission paritaire. Parce qu'il y avait une exigence de pouvoir être en équilibre en termes de nombre de représentants de la majorité et de l'opposition. Alors, comme déjà l'opposition s'est dit que nous n'allons pas avancer, ils ont bloqué la machine. Et il paraîtrait que Mbosso et Mbata, ils se sont arrangés pour mettre les noms de ceux qui sont de l'opposition pour que la commission paritaire puisse exister. En outre, il est écrit dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qu'un président d'une commission permanente ne peut pas devenir président d'une commission ponctuelle, spéciale, qui arriverait. Mais Mbata l'a été. Il est le président de la commission PAJ. Mais au même moment, la commission paritaire, c'est lui qui a présidé encore. Ça, ce sont des irrégularités. Vous comprenez? La faiblesse, c'est que nous trouvons qu'il a fallu nécessairement d'abord rentrer pour examiner les failles de la loi. La loi a des problèmes. Il faut examiner ces failles-là pour que nous puissions exercer nos prérogatives qui nous seront dévolues par une intelligence rationnelle pour aboutir à une CENI saine, sans problème, sans polémique, pour organiser les élections. Malgré tout, le train a déjà quitté la gare. Sur le 15 membres, nous avons vu il y a 13 membres. Les 3 autres qui tardent à venir. Et s'ils ne venaient pas? Non, le train a quitté la gare, bien sûr, mais qu'est-ce qui attend les trains juste quelques kilomètres après? Vous comprenez? C'est les déraillements. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut être visionnaire. Vous pouvez bel et bien faire quitter les trains, mais ne pas arriver à la destination. Donc, il faut mettre de l'intelligence pour savoir ce qui se passe devant vous. Et moi, c'est ça. Aujourd'hui, vous savez que même Mbosso, avant même de pouvoir se lancer dans cette aventure, il a essayé un peu de faire les périples au niveau des ambassades pour avoir
une idée de ce qu'eux ils pensent. Mais au finish, ils se sont prononcés en présentant un regret. C'est-à-dire que le Congo n'est pas un État qui évolue en orthodoxie. Nous sommes en contact avec d'autres pour les écouter aussi. Ce n'est pas que nous sommes en musique avec eux que pour aller chercher des partenaires. On ne peut pas toujours avoir les oreilles à l'extérieur. Nous sommes quand même un État seul qui pense qu'ils peuvent prendre ses prérogatives, mais on peut pas toujours... Vous voulez parler de la souveraineté? La souveraineté, voilà. Mais oui, si vous êtes souverain, assumez-vous. Assumez-vous. Assumez-vous comme État souverain. Mais dès lors que vous avez des oreilles tendues vers l'extérieur, vous avez des mains tendues vers l'extérieur, vous avez des bouches tendues vers l'extérieur, des jambes vers l'extérieur, à quel moment vous allez parler de votre propre souveraineté? Alors, il nous reste quelques minutes. Comment voyez-vous? Vous ne pouvez pas être souverain dans d'autres secteurs de vie et à ne pas l'être dans la totalité de votre pratique politique. Avec ça, ce qui se passe, pour conclure, comment voyez-vous 2023? 2023 déjà s'annonce très mal, très très mal, parce que aujourd'hui, le décor est planté déjà. Les décors de la contestation? Voilà, même si on allait, c'est pourquoi moi je conseille à la classe politique de pouvoir essayer un peu de voir comment peut-on mettre un mécanisme qui nous permettrait d'avoir la paix sociale. Parce que les élections ne sont pas une finalité. La finalité, c'est la résolution des problèmes des citoyens. Il y a la misère qui bat son plein. Le peuple est en train de souffrir, mon frère, si vous n'avez pas d'idée. Tous ces élites, tous ces cadres, tous ces acteurs qui sont déjà dans des standings de vie, cela ne leur dit rien. Mais c'est le peuple qui en pâtisse, c'est le peuple qui est en train de souffrir. C'est pourquoi je suis en train de faire un appel pathétique à qui veut l'entendre, que c'est vrai, nous devons à un certain moment mettre nos égos ailleurs. Nous savons bien qu'ils sont imbus de l'esprit du pouvoir pour y être, pour y demeurer, pour en avoir. Mais l'essentiel pour nous, nous voulons que vous puissiez regarder aujourd'hui avec l'œil démocratique. L'œil démocratique signifie que le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir est le pouvoir d'un peuple qu'il faut nécessairement permettre que lui puisse aussi avoir l'aisance que vous avez, au lieu de nous amener chaque fois dans la rue. Quand tu me dis que l'UDPS dit que c'est lui qui est le maître de la rue. Non, l'UDPS, il doit cesser ces discours de l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS doit dire que nous sommes maîtres des institutions, nous sommes maîtres des politiques publiques. Il ne peut plus être maître de la rue. Vous comprenez? Parce qu'il n'est plus à l'opposition. L'opposition peut se taper la poitrine de dire que nous sommes dans la rue, effectivement parce qu'ils sont une minorité institutionnelle, ils n'ont rien à donner. Alors, de ce fait, je crois que tout est dit, tout est clair. Il nous faut la calmie. Et la calmie, je crois que cela est possible avec la sagesse du chef de l'État, de pouvoir appeler les acteurs autour de lui pour que nous puissions recadrer et nous avancerons tout doucement. Sinon, nous serons toujours dans le format du recul, et c'est les sous-développements qui s'installent pendant que nous avons des acteurs politiques qui sont censés lutter pour que le Congo ait de quoi arriver. Phocas Kukelemena, je vous dis merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Et je crois que prochainement, si vous m'invitez, je viendrai. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Je pense que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro affiché au bas de votre écran. Vous allez suivre cette émission sur Absi Télévision. Vous allez suivre cette émission dans beaucoup de plateformes. Sur Congo News Actu Télévision sur YouTube. Pourquoi pas? N'oubliez pas de vous abonner. Et nous avons échangé sur ce plateau avec Phocas Kukelemena. Nous avons parlé sur l'actualité. Nous avons parlé sur cette nouvelle CENI mise en place par l'Assemblée nationale, confirmée par le président Tshisekedi. Et puis nous avons également échangé sur la probable alliance de Moïse Katumbi, Fayulu ainsi que Joseph Kabila. Moi je vous fixe notre rendez-vous très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme sur vos antennes. Bonsoir.